Salut à tous et bienvenue dans les 18h aujourd'hui du 27 avril 2015. Les vacances scolaires sont terminées. Alors si vous êtes concernés par la reprise ce matin, on espère qu'elle s'est bien passée. En tout cas, on vous remercie d'avoir choisi Télé Nantes pour occuper votre soirée. Et ce soir, au menu de notre émission, on va faire le bilan de l'activité des défenseurs des droits en Loire-Atlantique, bilan de l'année 2014. On fera également le tour d'une tendance mode, une tendance déco, une tendance rétro, c'est le vintage, avec 3 revendeurs nantais, Omabiche, Boys Scout Shop et également Sons of Vintage. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique musicale de Lucas de la radio The Eat West. Il nous parlera de sorties d'albums et de concerts. Il a fait un petit peu le tri dans ses coups de cœur de l'actualité musicale du moment. Allez, c'est parti, après la traditionnelle virgule. Et notre premier invité est Michel Paya, l'un des défenseurs des droits en Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On vous reçoit aujourd'hui puisque vous donniez une conférence de presse cet après-midi sur le bilan de l'activité des défenseurs des droits en Loire-Atlantique. Alors, petit rappel préalable, le défenseur des droits, ça existe depuis 2011 au niveau national. Son représentant, c'est Jacques Toubon, c'est lui le défenseur des droits. Et il a des délégués territoriaux sur le territoire. Oui, c'est d'ailleurs un pléonasme. En Loire-Atlantique, il y en a 5 exactement, vous êtes 5. Est-ce que votre travail aujourd'hui est peut-être un peu mieux connu ? Quand on vous recevait il y a 1 an et demi, on vous a reçu déjà en 2013, vous disiez que la fonction était un petit peu nouvelle puisqu'elle regroupe d'anciennes fonctions et que c'était encore pas très connu du grand public. Est-ce que vous constatez qu'on va plus vers vous aujourd'hui ? C'est pas encore très évident. Je crois qu'il y a un problème d'information et de reconnaissance, c'est-à-dire que cette autorité est nouvelle et elle rassemble des institutions, des instances qui existaient autrefois et qui étaient mieux connus, tels que la HALD, contre les discriminations, le défenseur des enfants ou le médiateur de la République. Aujourd'hui, le terme beaucoup plus large de défenseur des droits fait que peut-être les gens ont un peu de mal à se représenter ce que ça recouvre. Donc en tout cas, vous l'avez dit, ça représente du coup les domaines de votre intervention. Il y a 4 domaines, c'est les relations avec les services publics, les discriminations, les droits des enfants et les services de déontologie, la déontologie des services de sécurité. Ce qui était l'ancienne Commission nationale de la déontologie de la sécurité. Pour l'année 2014, en Loire-Atlantique, combien de dossiers à peu près vous traitez donc en compilant tous les domaines qu'on vient de mentionner ? Alors, en 2014, nous avons traité 645 dossiers, en sachant que sur ces dossiers, il y a une part qui sont seulement des demandes d'information pour des personnes qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne savent pas si leur situation relève de l'intervention du défenseur des droits ou relève d'une procédure judiciaire. Donc, c'est uniquement une information. Donc, ça, c'est 242 qui ont été sur les 645, qui ont été traités au titre d'information. Les autres sont traités en tant que réclamation, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a eu soit un droit qui n'est pas respecté, soit un dysfonctionnement grave des services publics, qui nous amène donc à intervenir et à faire une démarche vis-à-vis de ces services. Donc là, déjà, on comprend bien que votre intervention, justement, c'est d'être intermédiaire. Vous n'êtes pas là pour sanctionner une administration qui aurait commis une faute, ou encore, par rapport aux droits de l'enfant, vous n'êtes pas là pour sanctionner. Ce n'est pas votre rôle, ça ? Non, on intervient uniquement dans le cadre d'une procédure de résolution amiable, gratuite. Et il s'agit de faire en sorte que des affaires soient réglées au mieux des citoyens sans forcément aller jusqu'à une procédure judiciaire qui sont souvent longues et coûteuses. Et aujourd'hui, les statistiques nous amènent à dire que 80% de ces procédures de résolution amiable débouchent sur une issue positive. Ce qui sont des bons résultats. Ça vaut le coup de le mentionner. Donc voilà un peu les contours de vos interventions. Si on se penche sur les domaines, est-ce qu'on aurait des exemples un petit peu précis ? Par exemple, dans les liens avec l'administration, les services publics, quel type de dossier vous pouvez avoir ? Parce que c'est quand même la majorité des dossiers que vous traitez. Oui, la très grande majorité des dossiers sont des relations avec les services publics. C'est essentiellement autour des... Je dirais les principaux dossiers, c'est la CAF, c'est Pôle emploi, c'est les impôts,
c'est les caisses de retraite. Je dirais, il y a des manifestations aujourd'hui à propos de RSI. Dieu sait le régime social des indépendants. Voilà, s'il y a des dossiers là sur ce type d'administration. Voilà, des gens qui sont un petit peu à la peine pour comprendre peut-être leurs droits, pour comprendre les lois qui se succèdent, et vous êtes là pour les éclairer un peu. Voilà, souvent les gens qui viennent ne savent pas trop quoi faire et sont confrontés à des situations où ils ont eu affaire à plusieurs personnes successives, pas toujours la même personne, le même référent, avec des réponses qui ne leur semblent pas adéquates, appropriées et qui ne viennent pas aider à résoudre leurs problèmes. Et donc, on est amené à entendre la réclamation du citoyen, ensuite à entendre la personne ou le service qui a été mis en cause, à évaluer le bien fondé et là, à essayer de négocier au mieux entre les deux. Voilà, donc c'est ça le rôle d'intermédiaire, justement. Et dans d'autres chapitres, alors que ce soit la discrimination ou les droits de l'enfant ou la sécurité, quels sont les types de dossiers que vous avez eu à connaître l'année écoulée? Alors, discrimination, beaucoup de dossiers tournent autour de l'emploi. Beaucoup de dossiers concernent l'origine des demandeurs, hein. Mais il y a aussi un certain nombre de dossiers concernant, par exemple, les femmes enceintes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la reproduction d'un contrat, la poursuite d'un contrat de travail, par exemple, le fait d'être enceinte peut être un empêchement et quelqu'un peut se voir refuser la poursuite de son contrat de travail pour simplement ce motif. Voilà. Les discriminations, donc, elles concernent surtout l'origine des gens et particulièrement, et particulièrement dans les domaines du travail, mais ça peut être aussi du logement, l'accès aux biens, etc. Et c'est ce qu'on retrouve aussi donc, dans le cas des enfants. On n'a pas le temps de faire le tour, évidemment, de tous les dossiers que vous pouvez aborder. En quelques secondes, peut-être, sur les enfants. Alors, un point commun avec le sujet qui précède, c'est qu'effectivement, là, par exemple, sur le département l'année dernière, j'ai eu à traiter 2 dossiers qui concernaient des enfants étrangers. Un dossier non négligeable quantitativement concernant des enfants de familles robes qui n'avaient pas accès à la scolarité. Alors qu'elles y ont droit. Alors qu'elles y ont droit. À partir du moment où une famille réside sur le territoire, même si elle n'a pas une habitation et un logement, même si elle n'est pas domiciliée, pour employer les mots précis, du seul fait qu'elle réside, les enfants ont le droit à l'accès à la scolarité. Ce droit n'est pas toujours respecté pour un tas de raisons qu'on connaît bien, hein, qui sont... le souci de la tranquillité publique par les municipalités, enfin, des motifs de ce genre, mais aussi tout simplement quelquefois parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les écoles. Voilà, donc on mesure bien en tout cas le rôle qui est le vôtre à travers ces quelques exemples et, que vous avez pu nous donner. Je rappellerai juste, on n'a plus tout le temps en fait, je suis désolée, ça passe très vite ces interviews. On rappelle juste que si vous avez besoin, vous, de vous adresser aussi aux défenseurs de droits de Loire-Atlantique, il y a le site internet qui est un site national. Après, vous allez dans l'onglet Loire-Atlantique et vous pourrez retrouver les coordonnées des 5 délégués des départementaux qui ont des permanences à la préfecture de Loire-Atlantique et également à la Maison de la Justice et du Droit d'Eder-Vallières pour ce qui est de Nantes, mais il y a aussi Rezé et Saint-Nazaire. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Et avec nos invités à présent, nous allons parler de la mode du vintage. Alors littéralement, le vintage, c'est un mot anglais, ça veut dire millésime. Donc on est dans le vocabulaire du vin. Mais aujourd'hui, le mot vintage, il s'applique à tout un tas de choses. Il est d'ailleurs un peu utilisé à tort et à travers. Et avec nos invités ce soir, avec nos experts, on va un petit peu essayer de comprendre ce que recouvre ce terme quand on parle soit de vêtements, de mobilier ou encore de moyens de locomotion. Car nos invités s'occupent de tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Petit tour de table. Lucie Herman, vous êtes la gérante de Oh Ma Biche, qui s'occupe de vêtements vintage, exactement. Florence Legal, qui installe ses petits articles. On m'a dit des petits objets. Tout à fait. On voulait des petits objets, du concret. Qui est co-gérante de la boutique Boy Scout Shop, exactement, qui se trouve à Nantes également, et Philippe Lefroy du magasin Sons of Vintage, et qui donc s'occupe plutôt de mobilier et de décoration. D'abord, donc j'ai dit vintage, étymologiquement parlant, voilà, ça revient de l'anglais millésimé, mais pour vous, ça veut dire quoi, vintage, déjà, de quelle époque on parle, qu'est-ce que ça signifie, et pourquoi vous êtes intéressés chacun dans votre domaine à cette esthétique, Lucie? Alors, je pense que vintage, c'est le terme générique en fait dans
dans l'esprit de tout le monde. Après, je pense que ça correspond, peut-être vous pourrez m'aider un peu sur la question, je crois que ça correspond vraiment à des décennies. Je crois d'ailleurs qu'en fait, le terme rétro, peut-être avant les années 60 et vintage après les années 60, de mémoire. Oui, il va des débats. Moi, c'est vrai que j'avais lu que vintage, c'était plutôt 40-70. Voilà, les 30 glorieuses. Mais bon, voilà, après, c'est ça. Il y a après, peut-être... Je sais pas, voilà. C'est pour ça que je demandais soutien. En fait, je crois, mais tu nous diras, c'est un peu toi le spécialiste là-dessus, mais je crois qu'en fait, c'est des objets qui sont anciens et qui datent de l'époque à laquelle ils ont été construits. Donc on dit que voilà, c'est vintage quand c'est vraiment des objets d'époque. Donc ouais, ça raconte un peu tout. Donc ça peut être de n'importe quelle époque. Du coup, ça peut être années 90 à ce moment-là. Même les années 2000, pourquoi pas? Oui, moi je dirais de façon très simplifiée que vintage, c'est en général ça a plus de 20 à 30 ans d'âge. Ouais. C'est ce qu'on qualifie de vintage pour des guitares, par exemple. C'est souvent, elles ont en moyenne 25 ans. En dessous, c'est de l'occasion récente, et au-dessus, après, ça devient effectivement du vintage. Alors ça, il y a toujours eu du coup des objets qui datent de plus de 20 ans. Donc on peut dire qu'il y a toujours eu du vintage, ou est-ce qu'il y a vraiment quand même un regain aujourd'hui pour ces articles-là? Nous, c'était notre partie de prix, c'est pour ça qu'on vous reçoit aussi ce soir, c'est de dire qu'il y a un peu un regain d'intérêt pour ces articles vintage. Vous confirmez? Moi, je pense, oui, effectivement, qu'il y a vraiment un retour à un style, un look, une esthétique qui s'est un peu perdue peut-être avec les années. Et voilà, je pense que vraiment... Aujourd'hui, c'est ça. Les gens recherchent ça de l'esthétique d'une autre époque. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Qu'on regarde un peu toujours dans le rétro, du coup, et qu'on s'inspire des années d'avant? Oui, alors après, l'industrialisation a commencé principalement dans les années 50. Donc cette notion d'appropriation d'objets du quotidien existait beaucoup moins avant. Et finalement, dans les années 50, ils se projetaient beaucoup plus dans les années 60. Dans les années 60, ils ont commencé à se projeter dans les années 70. Et je pense que c'est à partir de cette époque-là qu'on a regardé en arrière et qu'on s'est dit, tiens, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu des choses bien fabriquées, il y a eu des styles qui nous ont plu, qui sont passés de mode et qui enfin commencent à redevenir à mode. Je ne sais pas, de rockabilly pour les années 50. Non, mais c'est vrai qu'on est peut-être moins dans la création aujourd'hui et qu'on est plus à être intéressé un petit peu par ce qui se passait avant, là où il y avait un peu une âme, où les objets correspondaient peut-être à une époque précise. Et mais on les réadapte aussi peut-être aujourd'hui. On les remodèle un peu avec notre regard d'aujourd'hui. On va faire aussi un petit tour de ce que vous faites justement. Alors Omabi, je l'ai dit, ce sont des vêtements. Est-ce que la référence ultime, c'est Mad Men? C'est vrai qu'en ce moment, avec cette série qui marche très très bien, il y a pas mal de femmes qui ont envie de s'habiller comme dans Mad Men. Là, on voit une image. Exactement. C'est un petit peu ça votre C'est référence? un petit peu ça. Après, il y a quand même une différence entre la femme au foyer et la femme très chic qu'on peut voir sur ces photos. Même s'il y a une femme au foyer dedans, parce qu'il y a la femme de Don Draper. Effectivement, je pense qu'il y a aussi une part financière qui fait qu'elle peut effectivement s'offrir de très belles robes, je pense. Après, il y a aussi une différence entre la mode américaine et la mode française, qui est pas tout à fait la même aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être très bonne inspiration, Grease, Mad Men, toutes ces références télé et ciné. Où le style est important, le stylisme aussi était important. Où, effectivement, je pense qu'on se penchait plus sur son style, sur son look. Il y avait, entre guillemets, un peu vulgairement, je dirais, moins de laisser aller, plus dans l'esthétique, moins dans le confort, je pense. Et du coup, effectivement, alors justement, là, on voit un peu des images de votre boutique, donc qui se trouve rue d'Aubray à Nantes. Ce qui caractérise un peu les tenues que vous proposez, c'est des tailles assez marquées, on peut dire. Voilà, des tailles motifs, des couleurs. Alors, ça dépend. Moi, j'aime et les années 40 et les années 50 qui sont absolument différentes. Années 40, période de guerre, plutôt austère, des grandes épaules, mais petite taille, petite jupe. Voilà, plus des grilles, des motifs très simples, rayures, carreaux, des choses comme ça. Et les années 50, où finalement, après-guerre, un retour un peu à la fantaisie, où là, du coup, on a vraiment les grandes jupes avec les jupons, des motifs parfois complètement fous, des caniches ou des choses comme ça. Et là, des couleurs vraiment vives et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment deux choses très marquées. Et dans votre boutique, du coup, on trouve de la seconde main, c'est-à-dire vraiment des objets d'époque, enfin des tenues d'époque, des textiles d'époque ou pas? Alors, parce que c'est aussi ça la question du vintage. Il y en a, mais pour le vêtement, c'est de plus en plus difficile de trouver du pur vintage 40-50. Par contre, comme sûrement dans la déco, il y a toujours un retour. C'est qu'on a la chance, dans les années 70 et 80, d'avoir
un espèce de retour au code de ces années-là. Finalement, c'est juste une répétition, une mise au goût du jour, mais finalement, les ligues sont un peu les mêmes. Donc vous faites du 40-50 avec du 60-70. Voilà, Finalement. c'est vraiment un travail de style que je propose. Donc il y a des choses que je vais coudre moi-même directement à l'atelier, inspirées de vieux patrons, et des choses que je vais chiner, soit 40-50, soit 70-80, et je vais vraiment après donner les explications pour restituer le look et l'esthétique de ces années-là. Alors on va passer maintenant au registre de Florence qui est plutôt le scooter et ce qui va autour aussi. La référence c'est Audrey Hepburn dans Vacances romaines. Un petit peu pour dans l'imaginaire. Pour le grand public, Voilà. oui, c'est un petit peu ça. Oui, La oui, fameuse c'est, Vespa. La fameuse Vespa, modèle là italien qu'on voit à l'image. Oui, dans l'imaginaire, c'est vraiment ça. C'est l'objet, on est à la sortie de la guerre et c'est un des premiers véhicules en fait, voilà, qui émancipe un petit peu tout le monde. Et c'est vrai qu'on est pile dans l'imaginaire avec la liberté, l'envie de légèreté, l'envie d'insouciance à la sortie de la guerre. Et donc vous proposez justement ça, de retrouver un peu cet imaginaire-là avec les scooters de l'époque et puis tous les produits dérivés qui vont autour. C'est vrai qu'en fait, nous, on a un garage spécialisé Vespa. Donc on a un garage même qui ne ressemble pas vraiment à un garage, c'est plus un atelier où il y a beaucoup de décorations, etc. Et on fait que de la Vespa. C'est-à-dire qu'on restaure, on répare, voilà, on propose des pièces détachées. Enfin, on est typiquement dans l'univers Vespa 100%. Ouais, voilà, comme on le voit justement sur ces images-là. Là aussi, donc on est aussi dans le vintage. Est-ce que c'est un marché vraiment de niche, on peut dire, voilà, les gens qui ont envie d'acheter un scooter de cette époque-là en particulier, ou est-ce que c'est devenu très grand public finalement ? En fait, le Vespa, c'est resté un véhicule qui est très très connu, qui est un peu une référence même pour les véhicules neufs aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour les véhicules anciens, on doit être 5 en France à le faire, et nous, au-dessus de Bordeaux, on doit être 2. Donc c'est vrai que c'est cette micro niche. Et parce que je crois faut être un peu fou pour monter un atelier de restauration de Vespa. Et que je me suis dit, c'est bizarre qu'on soit peu. Et en fait, je crois que c'est ça, faut être un peu passionné. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi. Voilà. Faut être un peu passionné, je pense, vraiment par l'engin pour passer autant de temps pour juste une centaine d'heures sur un véhicule. Oui, c'est ça. Là, on est plus sur des passionnés. Pour continuer encore ce petit tour, vous proposez du mobilier vintage et vous dites sur votre site, finalement, l'avantage de ce mobilier, c'est qu'il est esthétique, pratique, durable, confortable et un peu patrimonial, historique. Oui, c'est ça. Tout est dit. Tout est dit. On a la croisée des chemins avec des produits qui sont très bien faits, voilà, qui durent très longtemps et qui conservent effectivement une valeur. Alors bon, tout dépend de ce qu'on achète, mais sur du design, oui, ça conserve une très belle valeur dans le temps. Et puis on peut avoir, alors là on voit quelques images justement que vous nous avez fait parvenir, des articles qu'on peut trouver chez vous. On est sur voilà, des chaises, des canapés, des tables qui sont d'époque pour le coup. Oui. Ouais, ça par contre, oui, il n'y a pas du nouveau vintage. Tout est d'époque. Ouais. Oui. Parce que maintenant, il y a aussi la tendance a été rattrapée même par les magasins de grande distribution qui font aussi du néo-vintage. Oui, ce qu'on appelle le néo-vintage. Donc, ils remettent au goût du jour avec des produits neufs, les codes de l'ancien. C'est vrai que moi, je fais partie des jusqu'au-boutistes qui voilà, prend que des objets vraiment anciens, coup de cœur, et les retape intégralement si nécessaire. Et c'est dur à trouver ou pas ? Parce que vu que justement il y a un effet de mode, que tout le monde veut avoir peut-être son buffet 50s dans son salon, est-ce que ça devient compliqué pour vous à trouver ? C'est toujours difficile à trouver, oui, c'est sûr. Après, ça dépend de l'état. Et puis après, il y a tout un travail de restauration, de communication. Donc c'est un équilibre entre tout ça qu'il faut trouver. Mais de façon générale, c'est quand même des produits de grande consommation, donc des choses qui ont été largement diffusées. On a un peu aussi des idées reçues sur tout ce qui est vintage. On va dire que c'est un truc de bobo, un peu. Vous êtes d'accord ? C'est devenu ça, un peu bizarrement. C'est vrai que c'est devenu un petit peu ça. Je sais pas. Il faut avoir le temps de choisir justement la pièce qu'il faut, avoir peut-être le budget qui va avec. Donc, c'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est peut-être c'est vrai que pour le coup, le budget peut être une question de génération qui correspond à la génération de. C'est des objets qui parlent à des gens de nos âges à peu près, enfin la quarantaine pour moi. Et c'est des objets qu'on a pu voir voilà, chez les grands-parents. On les a vus, ça correspond à une époque qu'on a connue aussi. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, je sais pas, ça peut créer.
Oui, après, il y a plein de gens aussi qui se réapproprient les meubles de leurs parents, de leurs grands-parents, qui vont récupérer ça à droite à gauche, qui vont faire du Emmaüs, des brocantes, et c'est pas systématiquement cher. Je pense qu'il faut... alors évidemment, sur un scooter, c'est plus compliqué. Sur un vêtement sur mesure, on parle de choses extrêmement qualitatives, donc c'est du beau travail. Donc et chez vous aussi, s'il y a une intervention de votre part, voilà... Oui, mais c'est pas nécessairement très long comme intervention, donc c'est pas forcément cher. Voilà, il y a tous les prix, mais en vintage, on peut très bien se faire plaisir avec des petits objets à quelques euros. Voilà, comme par exemple, on va finir peut-être là-dessus, ce petit objet-là. Oui. Qui est attends, je vais vous montrer quand même. Un grattoir à écailles de poisson, c'est ça? Exactement. Voilà, on peut aussi trouver ça. Le petit détail vintage qui tue dans sa cuisine. Ça, c'est pas facile à trouver. Voilà, mais il y en a chez vous. Il y en a chez moi. Encore. Merci beaucoup de nous avoir donné ce petit panorama du vintage à Nantes. Je redonne vite fait les adresses. Au Mabiche 18 rue d'Aubray à Nantes avec une page Facebook si on veut suivre votre actu. Le Boys Scout Shop, c'est rue Noire à Nantes. Il y a également un site internet. Et Sons of Vintage, c'est 11 boulevard Clovis Constant. Et surtout un site internet pour prendre rendez-vous. Ça se passe plutôt comme ça. Et tout de suite, on va parler musique, un peu old school aussi peut-être avec Lucas. Restez avec nous et Lucas va nous rejoindre peut-être, car il n'est pas là du tout en fait, c'est ça la blague. Il est encore au maquillage, je ne sais pas. Lucas, vous le savez, c'est notre chroniqueur de la radio It West qui anime une émission du dimanche au jeudi qui s'appelle Backstage. Et on profite de ses talents pour dénicher des petits coups de cœur musicaux. J'ai un problème de Vespa en fait. C'est vrai, vous avez une petite panne. Il n'y a jamais de problème sur la Vespa. Petite panne. Non, c'est la petite panne de porte. Ah, la petite panne de porte, rien à voir avec la Vespa. En tout cas, vous avez de bonnes couleurs, hein, de visage, de cheveux. Vespa, vous avez ça, pris le c'est la soleil. moto, Voilà. ça. Vous mettez pas de casque alors, ça veut dire. Ouais, bref, trêve de plaisanterie. Donc, nous parlons ce soir avec vous, notamment de D-Twice. Exactement, ce fameux Nantais qui, à l'époque, a fait partie de Smooth, que les Nantais connaissent très bien, sûr. même ici sur le plateau, ils sont passés plusieurs fois. Smooth, ce sont 3 albums sur lesquels on retrouve entre autres Dominique A, ils ont bossé avec Yann Tiersen, Sinclair. Le groupe a fait plus de 500 concerts, dont l'Olympia, le Zénith de Paris, des tournées dans 17 pays. Et David, le chanteur, claviériste, il est un peu multi-instrumentiste, se lance en solo avec son projet musical qui s'appelle D-Twice. D-Twice, c'est un mélange électro, une belle énergie rock. Il vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Potion of Fortune. C'est un mini-album, un EP comme on dit, de 4 titres. Et on a un premier extrait avec un clip. On voit le groupe en train de jouer. Il y a une demoiselle qui essaye de les perturber. Regardez un extrait. Erika, non? Peut-être bien. Ah, peut-être. Bravo. À l'image de tout ce mini-album, en fait, cet EP qui est disponible, il vient de faire plusieurs concerts un peu partout dans l'Ouest. Il y a des petites vidéos de live qui sont disponibles sur sa page Facebook. Je vous invite à découvrir vraiment sincèrement cet album. Si vous aimez le côté un peu pop, électro, il s'appelle D-Twice et il est de chez nous. Ah bah voilà, on défend les talents locaux. Un autre festival bien de chez nous, un tout nouveau cette fois, qui s'appelle Rock Estuaire. Première édition au mois de juin, il va falloir y aller. Alors dépêchez-vous parce que les places commencent à partir assez vite. C'est entre Nantes et Saint-Nazaire. À Cordemais. Oui, à l'hippodrome de Cordemais exactement, avec Elephants, là aussi des Nantais. Louis Bertignac, ex-Téléphone, qui vient de sortir un nouvel album. Mais qui a le droit de venir nous voir quand même. Ça peut être sympa. Manu, ex-Dolly. Il y a Merzine aussi. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'ils ont réalisé un petit duo, un featuring, comme on dit. Manu et Merzine, on a un extrait de ce single. Hein, regardez. Sur les sommets des Everest, d'aussi loin qu'on se souvienne, les déluges, les avalanches, les neiges éternelles. Et puis des groupes aussi qui ont participé au tremplin récemment. Il y aura Astoria Dogs, Ginger, ce sera les 12 et 13 juin. Il y a des passes de jour, il y a des passes famille, il y a des passes pour un seul jour. Il y a des tarifs deux. intéressants. Voilà, ça va entre 30 et 40 euros pour le pass 2 jours. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, sous condition. Alors tout ça, c'est sur le site du festival, rockestuaire.com. On y sera au premier rang. Ouais, c'est sûr, oui, avec tous les deux Annelise. en train de guincher. Vous nous Comme verrez. ça.
Voilà, des casquettes venez nous Télé dire Nantes. bonjour. Et on finit aussi avec le national qui fait escale dans le département, Ouais. c'est Kid Francescoli, je ne connaissais pas. Eh bien, c'est tout nouveau et c'est génial. Je suis sûr que vous avez entendu 2-3 titres un peu par hasard dans des pubs peut-être ou alors sur les différentes radios françaises. C'est de l'électro très planant. Le son est super addictif. Ça s'appelle en effet Kid Francescoli et Ah, voilà, l'album est sorti. Je ne sais pas s'il était bon cet accent, mais en tout Si, cas, si, il est l'album bien. c'est With Julia. Et il y a un premier extrait que j'adore. Il y a un clip très esthétique qui s'appelle Blow Up. On regarde. Summer wine is all we need. 7 glasses in a row. We don't need more, we don't need low. Voilà, on me dit dans l'oreillette, notre expert, l'ingénieur du son, trouvait que ça ressemblait à The XX. Ouais, The XX, C'est vrai XX, ouais, dans le Exact. style un petit peu. Bon, les Il a musiques bon. sont toutes différentes hein, sur l'album With Julia. Et en plus, ils sont en concert. Dépêchez-vous, là aussi, les places partent très vite. Il y a 3 autres groupes, dont Kid Francescoli. Ce sera chez nous à Stéréolux, mercredi 6 mai. Ça va de 9 à 13 €. Donc, super accessible pour un concert de 3 groupes la semaine prochaine. Eh ben, merci pour tous ces Eh bons ben, je vous conseils. remercie. Merci beaucoup, Lucas. Et merci à nos invités d'avoir été avec nous. Ça vous a donné envie d'aller au concert, là Ouais, à fond. Super. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.